Bonjour, merci de pouvoir m'exprimer auprès de tous ces Suisses qui aiment le monde, qui l'ont aimé au point de s'y intégrer. Vous représentez 10% de la population suisse. Dans l'horlogerie, c'est 90% qu'on exporte. Donc, bien que vous êtes certainement nos principaux représentants à l'étranger, les produits qui sortent de ce pays représentent également une partie de la culture qu'on a ici en Suisse. On parle souvent d'innovation, mais dans le fond, l'innovation, c'est essayer d'avoir de l'avance sur son temps, c'est essayer de faire une projection. Donc, je vais me permettre un peu de vous parler de l'histoire de la Swatch au début. Je vais me permettre de changer de langue après dans la deuxième partie de ma conférence. Pourquoi je parle de l'histoire de la Swatch? Il y a deux types d'histoires. Il y a le storytelling que l'on utilise pour mettre en évidence un produit. C'est comme, je dirais, le décor d'une scène de théâtre. On cherche à vendre, on cherche à représenter, on cherche à mettre en valeur le produit lui-même. Mais l'histoire, celle du développement, celle de comment ça s'est fait, c'est pas forcément tout à fait l'histoire qu'on entend ou l'histoire qu'on a lue dans les journaux. Donc c'est cette histoire que j'ai envie de vous raconter, celle qu'on connaît peu. Si vous voulez répéter l'innovation, essayez de la comprendre. Donc le storytelling, à quelque part, c'est le conte de fées. Alors que l'histoire, c'est plus brutal. Donc, si vous voulez apprendre à faire des enfants, si vous voulez reproduire la société, ne lisez peut-être pas les contes de fées, essayez de relire le Kama Sutra. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est un peu le Kama Sutra de l'innovation. Tout au début, il y a une grande crise, M. Simon Egli en a parlé, une grande catastrophe. Vous imaginez qu'en l'espace de 10 ans, la Suisse a perdu 60% du marché mondial de l'horlogerie. Elle dominait 85% du marché mondial en 1970, elle n'en avait plus que 25% au début des années 80. Ce fut 60 000 postes de travail qui ont été perdus, donc c'est grosso modo 50 fois Merckx et Renault. On s'est retrouvé 40% des industries actives dans l'horlogerie en état de faillite. On avait l'impression qu'on allait perdre définitivement cette industrie. On avait déjà perdu des appareils de photo, on avait déjà perdu les machines à écrire. Finalement, ces montres allaient partir en Asie, comme beaucoup d'autres produits qui étaient dans le fond familiers en Suisse dans les années 60. Comment réagir? Il y a eu une personne assez géniale, c'était M. Thomke, Ernest Thomke, qui était le président de la société ETA. ETA, à l'époque, était un fabricant de composants. Donc moi, de formation, je suis fils d'horloger, ingénieur horloger, j'ai fait ensuite ingénieur en polymère, mais disons, je vivais dans ce milieu particulier de l'horlogerie, qui a été mon milieu depuis mon enfance, et dans ce milieu, vous avez différentes fonctions. Et vous avez certains qui produisent des composants. Moi, j'étais chez ETA, c'était une fabrique de mouvements, on faisait partie d'ébaucher ça. À quelque part, on était comme Bosch dans l'industrie automobile. On fabriquait un élément, on ne fabriquait pas de montre finie. Monsieur Ernest Thomke a décidé de dire, mais il faut absolument qu'on reprenne pied sur les marchés qu'on a perdus. Il faut qu'on reconquérisse une partie de notre place. Il faut qu'on s'intéresse à la montre bon marché. Et dans le fond, il avait défini un objectif impossible. À quelque part, c'est un oxymore. On doit produire en Suisse des produits de qualité, bon marché, et qu'on puisse les exporter facilement. Il doit être extrêmement simple à faire, et je les veux très vite. On n'a pas trouvé de réponse au travers de la recherche et développement traditionnelle. Et dans le fond, c'est un pur hasard que j'ai proposé cette solution-là. Mon objectif, c'était d'acheter une machine à injecter. J'étais jeune ingénieur, j'avais 26 ans. Je bricolais avec une petite machine de rien du tout au Galta. Je voulais une vraie machine, je voulais une Netstal, je voulais le sommet, la Rolls-Royce du moment. Et j'ai fait une demande d'investissement pour un demi-million. Ce qui montre bien mon incompréhension du marché économique du moment. Et dans le fond, j'avais besoin d'un cadeau de Noël. J'avais envie de m'amuser. Donc je fais cette demande d'investissement. Un beau jour à 11h, je reçois un téléphone de la direction. Je dois me présenter auprès du directeur général. J'ai vite compris de quoi il s'agissait. Il me restait 2 heures pour perdre mon job ou convaincre. Donc j'ai sauté chez mon ami Jacques Muller. On avait depuis plusieurs mois, on avait fait des discussions de bistrot. On dirait en allemand, on a eu beaucoup de Schnapps-idées. À partir de là, on a fait différentes propositions. J'ai vite bricolé avec mon ami Jacques, en l'espace d'1 heure, l'esquisse que vous voyez là. Cette esquisse, dans le fond, c'était mon excuse.
Je suis arrivé chez Ernesto Omkia à 1h, ça a été terrible, il m'a engueulé, il m'a demandé si j'étais un peu réaliste, qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Finalement, en n'ayant pas beaucoup d'arguments, il me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette machine ?» Je lui présente ce dessin, qui est un dessin vraiment d'enfant, sur papier millimétré en couleur, et dans le fond, dans lequel on essaye d'exprimer notre rêve. L'étonnant, c'est qu'il a tout à fait compris de quoi il s'agissait, parce que j'enfonçais une porte ouverte. J'ignorais, moi, qu'il cherchait ce genre de produit. Et dans le fond, quand il a vu ça, il dit « Mais c'est exactement ce que je demande, est-ce que je peux garder votre papier ?» Je ne pouvais quand même pas dire au patron « Non, je ne vous donne pas mon dessin, ce n'était pas possible. » 2 heures plus tard, j'ai eu la visite du directeur technique, je ne l'avais jamais rencontré, j'étais tout en bas de l'échelle, et il me dit « Vous êtes un peu fou d'aller chez le directeur général avec un produit qui n'existe pas, avec un dessin de bébé, vous êtes complètement à côté de la plaque, on n'a jamais parlé de ça, mais le patron le veut, vous arrêtez tous vos projets. Ah, vous voulez vous amuser, rira bien, qui rira le dernier? Dans 6 mois, j'ai tous les plans. » 6 mois plus tard, on n'avait toujours pas les plans, on avait un prototype dont les aiguilles tournaient à l'envers, tellement on avait été mauvais dans la conception. On a bricolé, on a essayé de s'en sortir. Finalement, au bout de 2 ans, on était effectivement sur le marché. Pourquoi ça a été une révolution? Simplement parce que l'évolution n'était plus possible. Ce qu'on cherchait à obtenir, c'est le même produit, la même qualité qu'une bonne montre suisse traditionnelle, au tiers du prix. Le tiers du prix, vous ne le faites pas en grignotant, en semi-automatisant un petit machin ou en simplifiant quelque chose. Il faut remettre tout le concept en question. Et la révolution, souvent, nécessite une remise en question fondamentale, et nous, on a la chance de pouvoir le faire. Sans la crise, on n'aurait jamais été autorisé à le faire, car l'innovation, la révolution, c'est toujours un immense risque. C'est beau quand ça réussit, mais qu'est-ce qu'on se fait mal quand on tombe? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour atteindre, dans le fond, cet objectif? Il a fallu commencer par rechercher des connaissances. Forcément, on avait des connaissances horlogères, on avait quelques connaissances de polymères, mais il a fallu chercher les connaissances qu'on n'avait pas. Les connaissances qui sont dans l'industrie automobile, des connaissances qui sont dans l'emballage, bref, ce que l'on ne savait pas encore. Une fois qu'on a remis ça en question, il a fallu remettre le concept lui-même en question. Et c'est là que c'est intéressant, c'est on n'a jamais une direction claire au début. On ne sait pas ce qu'on veut exactement. On connaît la direction générale, mais on ne connaît pas encore la solution. Sinon, il n'y aurait qu'à le faire. On a remis le concept en question, et ce qui est surprenant dans cette remise en question, c'est qu'on est rentré dans une idée de montre non réparable. Certains ont compris dans montre non réparable, montre jetable. Une montre non réparable, c'est une montre dont la qualité est suffisante pour pas nécessiter de réparation. La réparation n'est pas un plaisir en soi. Mon rêve, c'est d'avoir une automobile dont le capot soit soudé, que je puisse faire 400 000 km, que je ne doive pas changer l'huile ni les bougies, et que tout marche bien. Finalement, la réparation, c'est une preuve d'échec. C'est pas un plaisir. Et pourtant, dans la montre suisse, c'était totalement iconoclastique. Comment? Nous, les Suisses, des montres que l'on transmet d'une génération à l'autre, la qualité a toujours été notre référence. La qualité, c'est pas seulement la mesure du temps, c'est la durée du produit. Comment est-ce que ces jeunes peuvent proposer une montre non réparable, en plus en plastique? On estimait que c'était un scandale monumental, que cette montre était juste bonne à être distribuée dans un paquet surprise, que c'était pas de l'horlogerie, que c'était n'importe quoi, qu'on allait détruire cette belle industrie. On s'est retrouvé avec toute l'horlogerie sur le dos en réalité. Personne ne voulait nous faire confiance, personne ne voulait vendre ce produit, personne n'en voulait. Et à part les consommateurs en ont voulu, mais pas la branche. La branche en général dans laquelle on travaille, en général parle d'innovation, mais on a très peur et la rejette en général. Ce qu'il a fallu, c'est repartir dans les connaissances une fois qu'on a redéfini ce concept. On a simplifié la pièce, on en a enlevé la moitié des composants, on a réussi à réduire le prix de moitié. Bon, très bien. Mais est-ce que c'est un argument, une montre suisse bon marché? Il a fallu qu'un monsieur Franz Sprecher, qui est arrivé là, en nous disant, mais écoutez, vous êtes complètement fou, au niveau marché, c'est pas une montre bon marché qu'il faut vendre, c'est une montre mode. N'argumentez pas sur le prix, argumentez sur l'esthétique, travaillez sur l'esthétique. On était fabricants de composants. Qu'est-ce qu'on comprenait, nous, à l'esthétique? Donc, il a fallu rechercher des connaissances dans l'esthétique. C'est quoi?
l'esthétique, c'est quoi la beauté, c'est quoi une montre différente, c'est quoi une montre mode. Et à partir de ces différentes connaissances, il a fallu remettre le concept en jeu. Finalement, on arrivait au concept du nom Swatch lui-même, qui veut dire, pas chez les Américains, un coupon de tissu, que ça puisse vouloir dire Swiss Swatch n'est qu'un pur hasard, bien entendu. En réalité, il a fallu protéger le nom et le terme Swiss Watch n'est pas protégeable. Par contre, le terme Swatch l'était, puisqu'un swatch, c'est un morceau de tissu dans la mode. Et surtout, faire la mode qui donne l'heure. Simplement pour vous montrer que c'était un chemin compliqué, c'était un chemin chaotique, ça n'a pas été fait d'un seul bond, ça n'a pas été défini au départ, ça a été une recherche, ça a été une expérience dans laquelle il a fallu en permanence jongler dans le domaine des connaissances, pas seulement celles qu'on a, mais surtout celles qu'on n'a pas, et remettre en rôle les concepts, oser même l'innommable, se permettre de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait en temps normaux. Was kann man daraus lernen? Am Ende, eine Geschichte macht nur Sinn, wenn man etwas daraus lernen kann. Also die Geschichte des Swatch ist schon sehr interessant, aber was können wir heute, 30 Jahre später, aus dem lernen? Das ist für mich die wahre Faszination und das ist die Aufgabe, die ich seit 30 Jahren versuche mitzuleben. In jedem Projekt haben wir die Schwierigkeit zwischen was man fragt und was man will. Die Geschäftsleitung spricht schon von Innovation, die Politik spricht von Innovation, aber in Wahrheit sucht man die Renovation. Jeder spricht von Revolution, aber in Wahrheit möchte man nur Evolution. Was ist denn das, die Innovation? Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Heute ist ein absolutes Missverständnis zwischen Step-by-Step-Innovation, Durchbruch-Innovation. Je nachdem, was man damit versteht, spricht jeder mit dem gleichen Wort, aber versteht überhaupt nicht das Gleiche. Wenn Sie eine Entwicklung machen, am Anfang seid ihr immer chaotisch, am Anfang der Weg ist irgendwie, Sie gehen nach vorne, nach hinten, Sie bewegen sich links und rechts, Sie suchen einen Weg, Sie wissen noch nicht, wodurch es geht und langsam beruhigt sich die Sache und Sie kommen langsam mit einem Ziel, Sie beschleunigen und endlich kommen Sie auf den Markt. Die nächste Stufe, wo wir Weltmeister sind, das ist die Stufe von der Renovation, respektive der Evolution. Da versucht man dann den Markt zu fragen, du, liebe Markt, was möchtest du? Was sollte man denn anders machen? Und auf diese Basis versucht man, das Pflichtenheft anzupassen und so versucht man, die Bedürfnisse der Kunde abzudecken. Das ist fundamental. Ohne das verschwindet man von der Markt. Aber das ist in Computertechnik die Version 2.0, 2.1, 2.3 und so weiter. Der Nachteil dieser Evolution, also der Vorteil ist, dass sie morgen existieren. Der Vorteil ist, dass sie morgen verkaufen. Der Nachteil aber ist, dass sie jederzeit ihre Marge reduzieren, weil der liebe Markt will immer mehr und ist nicht bereit, dafür mehr zu zahlen. Das heißt, in Wahrheit addieren Sie immer Funktionalität, verschwierigen Sie das Produkt, aber die Margen werden immer kleiner. Das heißt, nach die Operation 2.2000 oder 2.3000 sollte man sich vielleicht die Frage stellen, sollte man nicht einen anderen Weg gehen? Und das, der Weg der Renovation verlangt etwas ganz spezifisch. Man könnte sagen, man ist in einer Welt der Ausbeutung der Kenntnisse. Man versucht, der Weltmeister zu sein. Man versucht, die beste Ingenieur, die beste Wissenschaftler, die Leute, die am meisten verstehen in ihrem Beruf. Das ist die Ausbeutung im positiven Sinne. Das ist ein Weg, wo man versucht, der immer tiefer zu gehen, immer besser zu sein, immer schneller, immer günstiger. Der andere Weg, der Weg der Durchbruchinnovation, was ich unter Innovation, Revolution verstehe, ist, wenn man über eine Inspiration anfängt. Man träumt sich, was könnte sein. Man sucht sich eine andere Fragestellung. Fast immer ist diese Fragestellung unmöglich. Fast immer ist es ein Oxymorium. Von dem her hat man trotzdem einen Kontakt auf den Markt. Aber wir geben nicht eine Antwort auf, was den Markt erwarte. Man versucht eine Antwort zu finden, auf was der Markt erwarten wird, ohne dass er weiß selber, dass er das erwarte. Deshalb man muss ein Schritt im Voraus sein. Man muss ein bisschen vordenken und das ist die große Schwierigkeit. Und vor allem, wenn Sie in die Entwicklung gehen, ist es sehr schwierig, weil die Leute brauchen ein Pflichtenheft.
Sie können kein Pflichtenheft in der Innovation haben. Sie können nur einen Traum, ein Vorbild, Sie versuchen, einen Weg zu gehen. Und das verlangt nicht die Ausbeutung der Kenntnisse, das verlangt die Erforschung der Kenntnisse. Das heißt, das verlangt, dass man neue Kenntnisse sammelt, dass man sich informiert, dass man sich inspiriert, dass man um sich herum anschaut, in die Gebiete, wo man nicht tätig ist, um versuchen, aus dem eine Lehre zu haben und vorwärts zu gehen. Und ich glaube, dort war die Swatch-Geschichte wirklich ein Vorbild. Das heißt, die Innovation ist der Traum, ist, was man nicht machen kann, ist die Kuh, die wie eine Wal schwimmt, ist auch ein chaotischen Weg. Aber die Renovation ist ein Systematikum. Man versucht miteinander so schnell, so gut wie möglich zusammenzuarbeiten. Man geht auf eine Treppe Step by Step nach oben. Bitte, das ist überhaupt nicht die gleiche Voraussetzung. Die sind nicht gegenseitig, weil eine Firma oder ein Volk, der nicht in die Renovation ist, kann auch keine Revolution machen. Sonst ist es immer in die Armut, dass er die Revolution macht. Das heißt, das muss bestehen, darf in keinen Fall verschwinden, aber die Leute, die hier tätig sind, haben ein Riesenproblem, der Sprung in diesen Welt zu machen. Anders dargestellt, die Ausbeutung und die Erforschung. Erforschen ist wie der Geolog, der sucht neue Minen, und die Ausbeutung ist der Mineur, der versucht, einfach so viel wie möglich aus seiner Mine auszuholen. Zwar beide arbeiten mit Mineralien, aber die haben nicht die gleiche Zielsetzung. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Offenheit ist eine Chance, die wir haben. Und ich glaube, dass man braucht diese Durchbruchinnovation, weil langfristig das ist der einzige Weg, um die Margen zu sichern, um die Wachstum zu ermöglichen. Weil die Renovation produziert etwas für den bestehenden Markt. Man kann nur ein Wachstum haben, indem dass man jemanden aus diesem Markt drängt. Die Innovation versucht, einen neuen Typ Markt zu eröffnen und ermöglicht somit eine echte Wachstum. Das ist die wahre Motorik. Die wahre Motorik ist die Suche nach Wachstum. Die zweite Motorik, die Suche, um die Margen, die man produziert, versuchen stabil zu halten. Die Chance der Schweiz, erstaunlicherweise, wir sind sehr gut in diesem Gebiet gewesen und ich glaube, das hängt in unserer Vervielzeit. Wir haben so viel Akzeptanz von anderen Kulturen, von anderen Denkweisen und diese Fähigkeit, miteinander zu leben, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlicher Meinung, ist unsere Stärke und das ist der Fundament, um so etwas realisieren zu können. Und es freut mich, Sie sind in der Welt, Sie leben in der Welt, Sie zeigen auch diese Diversität und für mich ist es ein ganz wichtiger Anteil der potenziell der Innovation und ich möchte Ihnen nur einfach Mut geben, versuchen in das Unmögliche zu gehen, versuchen das Unmögliche zu realisieren und versuchen einfach Challenge aufzunehmen, die einfach uns alle vorwärts bringen werden. Danke vielmals.